للماء المودة والصداقة. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. Ouverture des pourparlers d'Astana sur la Syrie. Les rebelles refusent de discuter en face à face avec la délégation du régime syrien. Ils menacent de continuer le combat en cas d'échec de ces négociations. Au Liban, l'enquête se poursuit après la tentative d'attentat au café Costa Amra. Selon Al-Joumouria, la police recherche 2 suspects supplémentaires, des individus qui appartiendraient à la même cellule terroriste que le kamikaze arrêté samedi soir. Avec 36,21% des voix, Benoît Hamon arrive en tête du premier tour des primaires de la gauche. Il est secondé par l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Verdict dimanche pour le second tour de ces élections. Les négociations entre Damas et les rebelles s'ouvrent aujourd'hui à Astana. Contrairement aux précédentes tentatives de discussion à Genève, l'opposition est cantonnée au rôle de conseiller. Les Occidentaux ont quant à eux une présence à minima. Ces pourparlers ont lieu dans la capitale du Kazakhstan, sous l'égide de la Russie, l'Iran et la Turquie. D'un côté, 10 représentants de Bachar el-Assad menés par Bachar Jafari, l'ambassadeur syrien auprès de l'ONU. De l'autre, la délégation rebelle composée de 14 membres appuyés par 21 conseillers et présidée par Mohamed Alouche, un responsable du groupe Jaïch al-Islam. Les rebelles ont refusé à la dernière minute de négocier directement avec les envoyés du régime. Ils reprochent notamment à l'armée syrienne de poursuivre les combats près de Wadi Barada. Ils sont tous réunis autour de cette même grande table. Opposition syrienne d'un côté, russe et régime de Damas de l'autre. Mais pour la suite des discussions, les rebelles ont refusé de négocier en face à face avec les émissaires de Bachar el-Assad. L'événement n'est pas simple. Vous savez que la crise syrienne a duré 6 ans. Donc nous mettons tout en œuvre pour rapprocher les positions des partis impliqués dans le conflit syrien. La position du gouvernement syrien et celle des groupes d'opposition armée. Parmi les groupes rebelles présents, Jaïch al-Islam, l'armée libre d'Idleb et Soukour al-Sham notamment. Les discussions seront donc surtout d'ordre militaire. Pas question pour l'instant de régler les sujets qui fâchent, comme la transition politique en Syrie et le sort de Bachar el-Assad. Il y a 2 enjeux qui doivent être abordés ici. D'abord, la consolidation de l'accord signé par la Turquie et la Russie le 30 décembre concernant le cessez-le-feu. Ensuite, la prise en compte de toutes les violations du cessez-le-feu commises par le régime et par l'Iran. Du côté de Damas, ces pourparlers doivent également servir à faire la distinction entre les rebelles, dits modérés, et les djihadistes. Un certain nombre de points vont être abordés. Faire le tri entre les groupes armés qui ont accepté d'aller à Astana, qui acceptent le cessez-le-feu, et le Front al-Nosra et l'organisation État islamique. C'est aussi un test de crédibilité pour ceux qui ont fait le déplacement. Un test aussi pour Moscou et Ankara, les parrains de ces pourparlers. Des pourparlers qui devraient se poursuivre à Genève à partir du 8 février, cette fois sous l'égide des Nations Unies. Le premier procès de soldats putschistes présumés a lieu aujourd'hui à Istanbul. 62 soldats turcs sont accusés d'avoir essayé de s'emparer de l'aéroport international Sabiha Gökçen dans la nuit du 15 au 16 juillet. Ils risquent chacun 3 peines de prison à perpétuité. En 7 mois, plus de 43 000 personnes ont été interpellées dans le pays. Il s'agit d'une vague de purge sans précédent en Turquie. Au Liban, l'enquête se poursuit après la tentative d'attentat samedi soir à Amra. Les forces de sécurité seraient à la recherche de 2 suspects supplémentaires, 2 individus qui, selon le quotidien Al-Joumouria, seraient membres de la cellule terroriste à l'origine de cette attaque déjouée par les services de renseignement. Cette même cellule aurait planifié des attaques coordonnées à Beyrouth. Un homme de 25 ans, Omar Hassan Assi, originaire de Saïda, a déjà été arrêté alors qu'il s'apprêtait à déclencher sa ceinture d'explosifs à l'intérieur du café Costa.
Samir Jaja menace de prendre des mesures négatives concernant le dossier de la loi électorale. Nous n'accepterons pas la loi de 1960, a martelé le chef des forces libanaises lors du dîner annuel organisé par la localité de Tarchiche. Samir Jaja qui a assuré qu'il poursuivrait jusqu'au bout ses efforts pour faire réformer la loi actuelle. L'ex-premier ministre s'est rendu ce matin au Conseil constitutionnel pour y déclarer son patrimoine. Tamam Salam s'est entretenu avec son président Issam Sleiman. Il a indiqué que sa démarche est, je cite, tout à fait naturelle et conforme à la Constitution. L'ancien chef du gouvernement a espéré que tout le monde fera de même. En novembre dernier, déjà, le président de la République, Michel Aoun, avait lui aussi déclaré son patrimoine auprès du Conseil constitutionnel. Intéressons-nous à présent à Photomed, le festival méditerranéen de photographie qui a lieu chaque année dans plusieurs pays, dont au Liban. Cette 4e édition a débuté mercredi dernier avec 3 thèmes à l'honneur, Beyrouth, le cinéma et la poésie des ruines. Jusqu'au 8 février, les œuvres de photographes libanais et internationaux sont exposées dans différents lieux de la capitale, à l'hôtel Le Gray, au siège de la Biblos-Bank, à l'espace Station ou encore à 10 Beyrouth, pour ne citer que quelques-unes des étapes de ce parcours photographique. On écoute Philippe Lan, le directeur de Photomed. C'est le but de Photomed, c'est de créer une véritable union de la Méditerranée. Cette union de la Méditerranée, elle n'a jamais existé politiquement, elle n'a jamais existé financièrement, et je crois que la culture est le seul moyen de faire exister cette union pour la Méditerranée. Et la photographie est un art à part entière et un art accessible, c'est-à-dire qu'on vous montre une image, on comprend tout de suite l'image. Au Yémen, les forces gouvernementales se sont emparées du port de Moha. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. Soutenues dans les airs par la coalition arabe, les forces gouvernementales yéménites se sont emparées du port de Moha. Moha, c'est cette ville stratégique sur la mer Rouge que tiennent toujours les rebelles houthis et leurs alliés. Les troupes loyalistes mènent actuellement des opérations de déminage pour permettre aux blindés de se déployer dans le secteur avant de progresser vers le centre-ville. C'est finalement Benoît Hamon qui est arrivé en tête des primaires de la gauche organisées hier en France. L'ex-leader de l'aile gauche du Parti socialiste a obtenu 36,21% des voix. L'ancien Premier ministre Manuel Valls arrive en seconde place avec un score de 31,19%. Arnaud Montebourg se place 3e, suivi de Vincent Peillon. Arnaud Montebourg a appelé ses partisans à voter pour Benoît Hamon. Les deux vainqueurs de ce premier tour s'affronteront dimanche prochain. On écoute leur réaction. Il n'y a aucune chance pour la gauche de l'emporter si elle n'a pas un projet politique qui propulse un imaginaire puissant face à une droite totale et une extrême droite dangereuse. Je l'ai dit et répété, et aujourd'hui je veux porter cet imaginaire politique puissant. Il articule questions sociales et questions écologiques. Je le dis, ce ne sera plus l'un sans l'autre. La volonté du partage du travail, l'objectif de la conversion écologique de notre économie, l'aspiration à faire respirer la démocratie, tout ça est dans mon projet politique. Il est de nature à rassembler bien au-delà du Parti socialiste. Il rassemble déjà bien au-delà du Parti socialiste. Non seulement je crois qu'une autre campagne commence et que je peux l'emporter dimanche prochain, mais parce que sans doute jamais la gauche française depuis très longtemps n'a été confrontée à un choix aussi clair. Parce que je pense que face au choix qu'on nous annonce depuis des mois, à la double option entre l'extrême droite d'un côté et la droite de l'autre, il y a un chemin pour la gauche. Est-ce que nous voulons continuer à représenter une espérance, une possibilité pour les Français? Moi, je crois que c'est possible et c'est cela que je veux incarner. Dans les deux camps, les militants sont pleinement mobilisés pour cette dernière semaine de campagne à gauche. Cyrine Bey. À peine arrivé sur cette péniche où l'attendent ses militants, Benoît Hamon est accueilli par une foule en liesse. Celui qui était il y a encore quelques semaines vu comme un outsider est arrivé largement en tête de la primaire. Ces militants étaient sur un petit nuage dimanche soir. C'est un candidat qui est neuf, qui apporte de la nouveauté, qui essaie de rassembler à la fois les écologistes, les communistes et le front de gauche. C'est vraiment un sentiment de réussite. On a mené une campagne difficile, on partait effectivement de très loin.
Pour le second tour, les militants du troisième homme du scrutin, Arnaud Montebourg, sont prêts à apporter leur soutien à Benoît Hamon. Le ralliement contre Manuel Valls et aux côtés de Benoît Hamon se fait tout naturellement, bien que les différences avec Benoît Hamon soient claires. Assez difficile, je pense que Benoît Hamon devra sûrement faire beaucoup d'efforts sur sa réflexion. Au QG de Manuel Valls, les militants ne perdent pas espoir et croient encore en une victoire. C'est pas Arnaud Montebourg qui va aujourd'hui faire la différence, ce sont les Français. C'est aux Français que Manuel Valls, c'est auprès des Français qu'il s'exprime. Benoît Hamon et Manuel Valls se retrouveront mercredi pour un dernier débat télévisé avant de s'affronter dans les urnes dimanche prochain. Et puis sachez qu'un autre candidat, ancien ministre de François Hollande, ayant décidé de faire cavalier seul dans ces élections, est au Liban. Il s'agit d'Emmanuel Macron. Il devait notamment rencontrer le président de la République, Michel Aoun, et le Premier ministre Saad Hariri, et se rendre dans un camp de réfugiés. Emmanuel Macron qui retrouve ce soir la communauté française pour une conférence à l'ESA. En Gambie, Yahya Jammeh est accusé d'avoir vidé les caisses de l'État avant son départ. C'est ce qu'a affirmé hier un proche conseiller du nouveau président Adama Barrow, Cécile Adobati et Florence Gaillard pour France 24. Une foule en liesse devant le palais présidentiel. Une nouvelle page se tourne après le départ de Yahya Jammeh. En attendant l'arrivée d'Adama Barrow, la sécurité est assurée par les 7000 militaires de la mission ouest-africaine. Le nouveau président est pour l'instant au Sénégal et il a répondu aux questions de France 24. Les troupes de la CEDEAO doivent me donner le feu vert pour quitter Dakar et rejoindre Banjul. Nous attendons ce feu vert. Je ne peux pas vous donner de date, mais ce sera pour très bientôt. Après 22 ans au pouvoir, Yahya Jammeh a fini par céder à la pression diplomatique et militaire. Samedi soir, il est parti vers Conakry pour rejoindre la Guinée équatoriale. Pour Adama Barrow, ce départ était indispensable. Ma position lors des négociations a toujours été de ne pas le laisser rester au pays. Il n'aurait pas été en sécurité ici et on aurait été incapable de garantir sa sécurité. L'équipe d'Adama Barrow accuse Yahya Jammeh d'avoir vidé les caisses de l'État. Au cours des derniers mois, plus de 45 000 personnes ont fui la Gambie. Mais beaucoup aujourd'hui sont de retour au pays. Nous sommes de retour. Heureusement qu'il est parti pour de bon. Je me sens heureuse parce que les gens sont ici, les gens sont de retour ici. Les magasins sont ouverts, les voitures roulent, tout le monde sourit. Après 6 semaines de crise politique, le calme semble être revenu dans les rues gambiennes et tout le monde aspire à reprendre une vie normale. Toujours en Afrique, le Gabon ne verra pas les quarts de finale de sa Coupe des Nations. Le pays hôte de la compétition a été éliminé hier à domicile face au Cameroun. Il s'agit d'une première depuis 1994. Ethan Haji. La ferveur des 40 000 supporters n'aura pas suffi pour une qualification en quart de finale. Les Gabonais ont été éliminés dès la phase de groupe par les Lions indomptables du Cameroun. Une première pour un pays hôte depuis 1994 et un affront pour l'équipe. On avait tout pour se qualifier, on avait des occasions. Malheureusement, il y a des jours comme ça où ça ne rentre pas. En tout cas, j'ai qu'une chose à dire, je suis vraiment fier de tous les joueurs, de tout le monde, parce que tout le monde a donné le maximum de soi-même. Les Panthères étaient pourtant bien entrés dans le match avec 2 grosses occasions dans les 5 premières minutes et autant pendant le temps additionnel. Côté camerounais, le portier Fabrice Ondo a sauvé l'équipe dans les derniers instants du match. Les Lions indomptables affronteront samedi prochain le Sénégal, un des favoris de la CAN. On est en quart de finale, c'est notre premier but. Maintenant, notre deuxième, c'est essayer de passer ce quart de finale. Qui que ce soit l'adversaire. Donc, ok, c'est Sénégal. C'est peut-être un peu plus difficile qu'un autre pays, mais ça ne veut rien dire. C'est un match de foot. Autre victoire ce dimanche, celle des Burkinabés, qui se qualifient aussi pour les quarts de finale, après avoir battu la Guinée-Bissau 2-0. Et c'est la fin de cette édition, on le rappelle des titres. Ouverture des pourparlers d'Astana sur la Syrie. Les rebelles refusent de discuter en face à face avec la délégation du régime syrien. Ils menacent de continuer le combat en cas d'échec de ces négociations. Au Liban, l'enquête se poursuit après la tentative d'attaque au café à Amra. Selon Al Jumourira,
Jumhuriyet. La police recherche 2 suspects supplémentaires, des individus qui appartiendraient à la même cellule terroriste que le kamikaze arrêté samedi soir. Avec 36,21% des voix, Benoît Hamon arrive en tête du premier tour des primaires de la gauche. Il est secondé par l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Verdict dimanche pour le 2e round de cette élection. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. هذا لما المودة والصداقة